Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. Bonsoir tout le monde, bienvenue aux gens qui assistent à la séance dans le public. Deuxième séance consécutive enfin avec la présence des citoyens à l'intérieur de la salle. Juste une information, si jamais il y a d'autres citoyens qui tenaient à venir à une prochaine séance, les places sont limitées parce que nous devons obligatoirement respecter bien sûr la distanciation de 2 mètres, mais bienvenue aux gens dans l'assistance, mais bienvenue également aux gens qui suivaient la séance du conseil municipal via la télévision Haute-Gaspésie. Bienvenue à la séance du mois de mai 2021. Donc, quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Benoît Thibault, ce qui nous amène directement à l'adoption des procès-verbaux 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 avril 2021. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. Ce qui nous amène au point d'information. Donc, je vais commencer avec la réouverture de la bibliothèque. Alors, bonne nouvelle, on vous annonce ce soir en primeur que la bibliothèque Blanche-la-Montagne réouvrira ses portes le 18 mai prochain, selon l'horaire régulier. Donc, c'est une excellente nouvelle. Oui, ça a pris quelques semaines, quelques mois avant d'effectuer le déménagement, mais sachez que c'était quand même une tâche colossale de pouvoir tout bien retrier les livres aux bons endroits, le nouvel aménagement. Donc, j'invite les gens à regarder attentivement les pages Facebook de la bibliothèque et ou de la Maison de la Culture, ainsi que le site Internet de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, afin de bien voir les horaires. Donc, on invite les gens à venir de venir voir quels sont nos nouveaux locaux. Il y en a qui ont déjà eu un avant-goût en assistant déjà à quelques premiers spectacles. Alors, réouverture de la bibliothèque, 18 mai prochain. Bienvenue à tous et à toutes. Des nouvelles de l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, tout le monde sait que nous avons retourné en appel d'offres dans les dernières semaines. Nous avons ouvert les dernières soumissions, il y a environ 10 jours ouvrables de cela. Donc, le travail va bon train. Nous sommes en train d'analyser la conformité de toutes les soumissions reçues. Donc, on devrait avoir des nouvelles dans les prochains jours pour adopter ou rejeter les soumissions reçues. Je pense que ça va quand même dans le bon sens. On prévoit la fenêtre de faire les travaux pour la réhabilitation de la piste de l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts. Se fera dans les horizons de mi-juillet, fin juillet. On avait déjà pris l'engagement, nous, de respecter le contrat de travail de la SOPFIM, notamment. Donc, vous savez, les avions qui viennent faire l'arrosage contre la tordeuse Bourgeon-des-Épinettes, c'est habituellement sont ici là, dans les horizons de début juin, et ça va jusqu'à temps que la fameuse chenille devienne papillon, ce qui devrait se faire dans la première semaine de juillet. Donc, à ce moment-là, si tout va bon train, on va amorcer les travaux, donc il y aura fermeture de l'aéroport. Donc, on vous demande d'être à l'affût pour ceux et celles qui veulent suivre de près le dossier de l'aéroport. C'est une excellente nouvelle. Alors voilà, ça nous amène maintenant à la portion administration, au point 5.1, avis de vacances du poste de conseiller du district des Montagnes, démission de M. Charles Soucy. Je vais demander à ce que Sylvie puisse parler maintenant. J'ai reçu le 26 avril la lettre de démission du conseiller Charles Soucy. Donc, le poste devient vacant. La démission étant effective en date du 26 avril 2021, le poste devient vacant à cette même date, soit le 26 avril 2021. J'ai déposé la lettre au dossier du conseil, de la réunion, pardon. Donc, à ce moment-ci, Sylvie, on n'a pas besoin de résolution. On Non. prend acte seulement qu'il y a eu le dépôt d'une démission du conseiller Charles Soucy lundi dernier. C'est ça. C'est le point suivant. Le conseil va devoir décider si... je ne sais pas si tu voulais que je l'explique. Ouais. Je vais y aller. Donc, le conseil... Je vais y aller, Sylvie. OK, Oui, c'est bon. On est maintenant donc pas besoin de résolution. Tout le monde a compris. Nous avons reçu la démission du conseiller Charles Soucy en date de lundi dernier. Ce qui nous amène au point 5.2, élection partielle facultative au poste de conseiller district des Montagnes.
Article 355, alinéa 2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, voici ce que la loi dit lorsqu'il y a un poste qui est vacant au sein d'un conseil municipal. La loi, elle est claire. Il y a une date butoir qui est le 1 an qu'il reste au mandat actuel. Donc, nous sommes à l'intérieur du moins d'1 an. Le conseil municipal a le choix soit de tenir une élection partielle pour combler le siège vacant, ou bien de continuer à siéger avec 6 élus, soit 5 conseillers et le maire. Après consultation, c'est unanime, le conseil municipal ne souhaite pas aller en élection pour le peu de temps qu'il reste au mandat actuel. Sachez que les élections municipales ont toujours lieu le premier dimanche du mois de novembre, donc le temps de mettre le processus en marche, d'avoir des élections, la période estivale et la prochaine campagne électorale va s'amorcer le 15 septembre. C'est complètement inutile que le conseil municipal entame une dépense qui serait à nos yeux vraiment, mais vraiment inutile. Donc, le souhait du conseil municipal, on respecte la loi et on prend la décision de ne pas tenir d'élection partielle. Est-ce que, Maître Lepage, ça vous convient comme explication? Quelqu'un propose le point 5.2. Ariane Lévesque. 5.3 demande à la Commission municipale du Québec exemption de taxes Carrefour Ressources. Donc là aussi, la loi dit qu'à chaque 9 ans, la Commission municipale doit réévaluer les lieux où il y a déjà une exemption de taxes. Donc le Carrefour Ressources arrive à échéance. L'essentiel des activités à l'intérieur du Carrefour sont les mêmes. Donc, le conseil de ville ne s'objecte pas à la demande du Carrefour Ressources de faire la demande d'exemption de taxes municipales auprès de la commission municipale. Quelqu'un propose? Marc. Avant, Marc, Ariane? Je voulais seulement dire que comme je suis employé de Carrefour Ressources, je me suis retiré de cette décision. Merci, Ariane. Donc, Marc, tu maintiens la proposition? Parfait. 5.4. Embauche d'un ouvrier de maintenance au poste saisonnier 26 semaines d'été au service des travaux publics. Donc, vous savez tous et toutes que Marco Desjardins a accepté un poste de contremaître depuis quelques mois. Donc, son poste d'ouvrier maintenance, c'est Martin Béchard qui en a hérité. Et le poste que Martin Béchard avait de 26 semaines est octroyé ce soir au plus ancien, qui est M. Clément Darèche, 26 semaines d'été aux travaux de maintenance à la voirie de la ville de Saint-Anne-des-Monts aux travaux publics. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 5.5. Autorisation d'achat d'un tracteur à gazon de marque Kubota diesel, modèle ZD 1211L72. Ça me fait sourire, je suis désolé. Donc, vous savez, pendant la saison estivale, il y a quand même passablement de tonte de gazon qui doit s'effectuer. On était en manque d'effectifs au niveau tracteur. Le montant incluant les taxes est de 24 151,65 $. Donc, quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 5.6. Autorisation de signature. Entente concernant la halte routière du secteur Tourelle. Donc, la halte routière à Tourelle qui a la cantine, qu'on appelait à l'époque la cantine chez Ginette, qui est maintenant la cantine La Petite Bertha ou chez Bertha, Ariane? Bertha. Bon. Donc, le protocole était échu. Donc, nous signons ce soir, on passe une résolution pour signer une entente de 2 ans avec M. Yves Boisjoli, qui tient les activités de la cantine en question à la halte de Tourelle. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 5.7. Représentation à l'Assemblée générale annuelle de l'Association touristique de la Gaspésie qui se tiendra le 28 mai prochain. Donc, à chaque année, par résolution, nous devons nommer, nous, un représentant et un substitut, ce qui nous donne le droit au droit de vote, bien sûr, pendant l'Assemblée générale. Donc, ce soir, nous nommons le représentant qui est le conseiller qui siège au loisir, qui sera loisir et tourisme, finalement, qui sera M. Benoît Thibault.
La substitut sera Mme Ariane Lévesque en cas d'absence de M. Thibault. Donc, par résolution, nous devons nommer les 2 personnes ce soir. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Et en 5.8, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, bougez pas, je vais aller retourner trouver mon dossier. Je vais vous lire les considérants. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression du genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. En conséquence, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts adopte la résolution pour faire la promulgation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai prochain. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Ce qui nous amène à la portion trésorerie en 6.1. Approbation des comptes payés et à payer au 30 avril 2021. Les comptes payés, chèque numéro 33 558 au numéro de chèque 33 605, un montant de 785 637 $ et 64 sous. Et les comptes à payer au 30 avril 2021, chèque numéro 33 606 au numéro de chèque 33 707, pour un montant de 589 659 $ et 87 sous, pour un grand total de comptes payés et à payer au 30 avril 2021 de 1 375 297 $ et 51 sous. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 6.2. Aide financière de la Ville aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs. Donc, il y a place aux jeunes de la Haute-Gaspésie qui reçoit un montant de 500 $, notamment pour faire la promotion des services municipaux. Une activité d'accueil pour tous les nouveaux arrivants afin de présenter tous les services en loisirs et en culture de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, c'est une super initiative. Il se voit octroyer le montant de 500 $. Il y a l'école de musique Miransol qui se voit accorder la gratuité de la location de la salle. C'est un montant qui est 390 $ plus les taxes, qui équivaut à les frais de la salle de spectacle Maison de la Culture pour la tenue de 2 spectacles de l'école de musique. Pourquoi 2? C'est qu'on doit respecter les mesures de distanciation et autres, donc le nombre de places est limité. Ils vont faire 2 représentations à ce moment-là. Donc, il se voit octroyer la gratuité de la salle ou un montant qui équivaut au montant de la location de la salle. Et Vélo des Monts, qui s'apprête à vouloir inaugurer leurs 10,4 km de pistes qui ont été faits au centre de plein air, ici au centre de ski. Ils devraient l'annoncer sous peu, mais justement, à cause de la COVID, de la distanciation et autres, les regroupements, ils étaient frileux à faire une inauguration grande pompe et d'inviter bien les gens à voir leurs installations. Ben, ils vont aller peut-être plus avec du placement publicitaire et autres. Donc, ils se voient octroyer également une somme de 500 $ pour les aider à faire la promotion du nouveau site qui sera fort achalandé et qui est maintenant une activité prisée par beaucoup de Québécois. Et il y a des sites semblables un peu partout au Québec. Nous sommes très fiers que Vélo des Monts puisse avoir accompli un site semblable dans notre cours, soit dans la ville de Sainte-Anne-des-Monts, au centre de plein air. Donc, suivez peut-être les publications de Vélo des Monts. Ça devrait se faire sous peu. Je rappelle qu'il se mérite également un montant de 500 $ via notre politique d'aide financière. Quelqu'un propose? Benoît Thibault.
6.3, emprunt par billet au montant de 1 505 800 $, concordance et courte échéance. Est-ce que José, tu voudrais en faire une partie? José est en étant la trésorière de la ville. Sylvie. Il s'agit d'un financement pour une partie de la tech qu'on n'avait pas été chercher les sous encore, mais que les travaux ont été pleinement exécutés. Et également une portion de financement pour notre maison de la culture. Donc, ce qu'on va chercher en financement correspond au montant des subventions provinciales qui nous sont accordées. Tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Et 6.4, règlement d'emprunt 16 830, 17 848 et 19 888, financement par émission de billets, adjudication. Également, José Latour, s'il vous plaît. Donc, en fait, la façon que ça fonctionne pour les financements, c'est le ministère des Finances qui part en soumission pour nous. Donc, ils font un appel d'offres auprès des institutions financières. Et cette résolution-là, c'est eux qui ouvrent les appels d'offres pour nous. Ils ont ouvert les enveloppes ce matin. Il y a 3 institutions financières qui étaient intéressées par le financement qu'on a besoin. Et c'est la Banque royale du Canada qui a obtenu le meilleur taux d'intérêt, qui nous a offert le meilleur taux d'intérêt. À combien? 1,56 %. Vous avez bien compris, 1,56 %, ce qui est très minime. Ça fait le tour, José? Absolument. Merci. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Ce qui nous amène maintenant à Urbanisme 7.1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 17 mars 2021. C'est un dépôt. 7.2, également dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 26 avril 2021. Je vais prendre une pause. On fait ça à chaque séance du conseil et je ne suis pas convaincu qu'on explique qu'est-ce qui est un comité consultatif d'urbanisme. Dans notre jargon, c'est le CCU. Donc, le comité consultatif d'urbanisme est composé de citoyens bénévoles avec 2 conseillers municipaux et l'équipe d'urbanisme ici à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, vous savez, les citoyens qui viennent faire les demandes de changement de zonage, dérogation mineure ou autres, tous les dossiers et les demandes sont soumises à ce comité-là et qui émettent les recommandations au conseil municipal. Donc, ce soir, on fait 2 dépôts de procès-verbal du CCU. Donc, on apprend acte. Ça ne fait pas force de loi. Le conseil municipal peut renverser une décision ou une suggestion que le CCU fait, mais c'est plutôt fait souvent dans la logique. Donc, mais c'est important de souligner notamment le travail des bénévoles, les citoyens bénévoles qui s'intéressent à la cause de l'urbanisme à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, c'est plutôt rare. On fait vite des fois dans les séances du conseil, puis j'ai jamais trop eu la chance de peut-être pouvoir l'expliquer. Donc, un comité consultatif d'urbanisme, c'est constitué des bénévoles, 2 conseillers. C'est Benoît Thibault et Simon Pelletier. Il y a également notre équipe ici à l'urbanisme. Je pense que Maître Lepage également siège au CCU. Donc, c'est un peu ça, le comité consultatif d'urbanisme. Alors voilà, je m'en excuse, mais je tenais à le faire. 7.3, demande à la CPTAQ, Commission de la protection des terres agricoles du Québec, demande de M. Michel Pelletier. Sylvie Lepage, s'il vous plaît. Donc, M. Pelletier possède un terrain qui est situé dans une zone agricole en vertu de la Commission de la protection du territoire agricole. Donc, M. Pelletier veut construire une maison sur... Ce terrain-là est situé sur la route Patrie. C'est dans le rang 2. C'est quand même assez, le rang 2, c'est quand même assez haut. Comme c'est zone agricole, il n'a pas le droit de construire une résidence. Il peut faire une ferme, mais il ne peut pas construire une maison. Pour pouvoir le faire, il faut qu'il fasse une demande à la CPTAQ pour pouvoir utiliser le terrain à des fins autres que l'agriculture. Son objectif, c'est de construire une résidence, une maison. Pour ce faire, il faut qu'il obtienne l'appui de la ville.
serait prendre résolution de la Ville pour qu'il puisse déposer sa demande auprès de la CPTAQ. La décision finale revient à la Commission de protection du territoire agricole. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 7.4. Demande de dérogation mineure au 232 rue du Rivage. Sylvie. Donc, cette demande-là vise 3 dérogations. Premièrement, la première est de permettre, pour le 232 du Rivage, c'est permettre l'implantation d'une résidence bifamiliale isolée sur un terrain qui a une profondeur de plus ou moins 32 mètres, alors que notre règlement prévoit une profondeur de 45 mètres. Permettre aussi l'ajout d'un patio de 20 par 12 du côté nord qui empiéterait de 2,25 mètres dans la marge arrière. Normalement, on n'a pas le droit de faire de patio ou d'empiètement dans la marge arrière. Et la troisième dérogation, permettre que le bâtiment là, soit composé de 2 logements contigus, mais implantés en avant et en arrière. Notre règlement prévoit dans ses croquis que quand on fait un logement, il faut que les logements soient les 2 face à la rue ou un au-dessus de l'autre. Dans ce cas-ci, c'est un bâtiment qui est fait sur le long, donc il y en a un qui est derrière l'autre, un face à la rue, l'autre est du côté de la mer. Donc, la troisième dérogation est pour permettre cette implantation. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 7.5. Demande de dérogation mineure. Route du Parc, le lot 4 882 722. Sylvie. Donc, c'est un terrain qui est enclavé et pour qu'il puisse être conforme à des fins d'habitation, il doit y avoir aussi 3 dérogations qui seront accordées par la Ville. Permettre une servitude de passage de 8,14 mètres de largeur. Normalement, c'est 10 mètres, mais il faut aussi que ces servitudes-là soient enregistrées avant le 16 mars 2004, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, la servitude va être de 8,14 mètres au lieu de 10 mètres. Je le répète, c'est un terrain qui est enclavé. C'est la servitude va remplacer le frontage là, sur une rue publique. Ensuite, permettre une largeur de façade de terrain de 34,53 mètres, alors que le règlement de lotissement exige une largeur de 50 mètres. Et la troisième, permettre la présence d'un bâtiment accessoire dans la cour avant, alors que dans le règlement de zonage de la Ville, les bâtiments accessoires doivent toujours être situés derrière la ligne avant de la maison. Ces demandes de dérogation-là ont été publiées dans le journal L'Avantage et sur le site internet, publiées sur le site Internet de la Ville. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Ce qui nous amène au règlement 8.1, adoption du second projet de règlement 21-908, modifiant le règlement de zonage 04-620. Sylvie. Donc, il y a 5 objets dans cette demande de modification de zonage. Il s'agit du deuxième projet de règlement. Le premier objet, c'est que les propriétaires du... je n'ai pas l'adresse, mais c'est un immeuble qui est situé sur la 13e rue ouest, c'est marqué Est, c'est ça, c'est 13e rue ouest, désirent opérer un commerce de toilettage pour animaux à même leur résidence privée. Le zonage ne le permet pas, donc il faut une modification de zonage pour permettre cet usage-là. Et je le précise, c'est pour des animaux domestiques et il n'y aura pas de gardiennage d'animaux, de chiens, entre autres. Ensuite, permettre aussi l'implantation d'une maison unimodulaire au 53 rue Sieur-des-Monts. Normalement, cette implantation-là n'est pas permise, mais à l'époque, il y a eu une erreur, soit dans la présentation des plans, soit dans l'émission du permis. Mais bon, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a une maison unimodulaire qui est implantée là, donc on va modifier le zonage, mais uniquement pour le terrain où est installée la maison mobile. Une maison mobile, c'est ça. Ensuite, le troisième objet, c'est de permettre l'implantation et l'utilisation des roulottes de voyage sur des terrains privés comme usage temporaire entre le 1er mai et le 15 novembre sous certaines conditions. Les conditions, c'est que, entre autres, une, c'est que ce ne soit pas dans le périmètre d'urbanisation. C'est une demande que le Conseil a eue à quelques reprises, là, des gens qui voulaient s'installer dans l'arrière-pays, des roulottes de voyage pendant la période estivale. C'est sûr, comme je le répète, il y a des conditions. S'il y a des installations sanitaires qui sont installées, ça va prendre des fosses septiques, etc. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils vont devoir venir rencontrer des inspecteurs.
Ensuite, le quatrième objet, c'est de permettre l'utilisation d'un conteneur comme bâtiment accessoire sous certaines conditions. Ça va être permis comme dans les secteurs, dans les zones résidentielles, pardon, mais dans ce cas-là, les gens vont devoir faire une finition extérieure sur le conteneur. Et dans les zones commerciales, ça va être également permis, mais il n'y aura pas de finition extérieure qui va être exigée. Mais encore là, il y a des conditions, il y a des distances avec les terrains voisins qui devront être respectées. Et le cinquième objet du règlement, c'est de permettre un bâtiment accessoire qui est un abri de toile démontable sur un terrain où un bâtiment principal résidentiel est existant. Et encore là, certaines conditions vont s'appliquer. C'est les petits abris de toile qui se vendent chez Canadian Tire pour mettre un genre de tracteur à gazon. Et je ne parle pas des abris qu'on appelle des abris de tempo, là. C'est vraiment les petits abris c'est ça, qui vont être autorisés. Et tous ces usages-là, si quelqu'un est intéressé, bien, c'est sûr qu'on vous recommande fortement de venir consulter le service d'urbanisme. Merci Sylvie. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Travaux publics 9.1. Achat d'une caméra à tête localisatrice pour canalisation au service des travaux publics. Donc, vous comprendrez que c'est une pièce d'équipement quand même importante pour nous. Ce fut un temps que ces appareils pouvaient coûter au-delà de 50 000 Maintenant, la technologie a avancé, il y a plus de fabricants, ce qui fait en sorte qu'on a réussi à mettre la main sur ces équipements-là, taxes incluses au montant de... je ne veux pas me tromper, bougez pas... C'est 11 295 plus les taxes, livraison incluse. C'est exact? Merci. Donc, j'ai quand même une mise en garde qui est peut-être... comment je pourrais dire? Je voudrais pas... Il ne faudrait pas penser que les citoyens sont mal servis ou que je veux pas qu'on se serve de cette caméra-là contre vous. C'est pas vrai. C'est que souvent, je prends une pause encore là, c'est important, je pense, de bien l'expliquer. Souvent, quand il y a des dégâts, des refoulements d'égouts ou autres dans des résidences, souvent, le premier réflexe, on appelle la ville de Saint-Anne-des-Monts. C'est normal, c'est correct, ça va bien. Les gens se déplacent, mais souvent, le problème peut être sur la canalisation de la ville de Saint-Anne-des-Monts, mais parfois, le problème se retrouve aussi dans la portion qui est la propriété du citoyen, là où la ville n'est pas responsable. Donc, il est important de souligner qu'avec l'achat de cette pièce d'équipement-là, oui, la personne ou le citoyen qui aura peut-être un dégât, la ville pourra être contactée, mais la caméra va servir à vérifier nos installations à nous, ce qui fait en sorte que lorsqu'on va avoir un diagnostic assez clair que ce n'est pas la canalisation de la ville, à ce moment-là, le citoyen sera dans l'obligation de contacter son propre plombier pour aller faire le travail dans la portion qui est la propriété du citoyen. Je pense que c'est important de bien démystifier ça parce qu'on en fait l'achat. Alors, je ne voudrais pas avoir une traînée de poudre maintenant ce soir. Ben ça y est, enfin, tous les problèmes sont résolus dans la ville de Saint-Anne-des-Monts au niveau refoulement égout. C'est pas tout à fait ça, mais c'est une pièce d'équipement qui va quand même servir aux contribuables, aux citoyens, lorsqu'on va voir que les canalisations de la ville soient obstruées ou bouchées ou défectueuses. Alors voilà. Quelqu'un propose l'achat de la caméra. Jacques Letourneau. 9.2. Demande d'aide financière au volet des routes double vocation du programme à l'aide à la voirie locale. Donc, c'est une nouveauté dans la loi. On a, nous, la route de la BIM, route de l'Enfant Jésus et la route du Verger dans le secteur Tourelle, qui a des activités forestières. Il y a des industries forestières qui bûchent le bois, qui le sortent par camionnage. Et aller jusqu'à tout récemment, on n'avait pas de ristourne, on n'avait pas de compensation pour l'utilisation des routes, au même titre que les sablières carrières, que par loi, on obtient 56 sous de la tonne qui est extraite d'une carrière. Donc, il y a une nouveauté au niveau de l'activité forestière. Nous, le programme dit qu'il y a 2000 $ de compensation par kilomètre de route qu'une entreprise forestière pourrait employer, utiliser. Il y avait aussi à l'époque un nombre de passages de véhicules qui était estimé. Donc, on fait une demande, c'est nouveau, on fait une demande. Nous, on calcule qu'il y a tout près de 14 km de chemin qui est utilisé par les entreprises forestières à 2000 $ par kilomètre. Donc, on tente de se qualifier pour obtenir une subvention annuelle de 28 000 $ dans un programme
c'est un programme du ministère des Transports qui est le PAVL, le programme d'aide à la voirie locale. Voilà, c'est autorisé le directeur des travaux publics à en faire la demande. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Nous allons maintenant à la section loisirs 10.1, achat d'un robot nettoyant pour la piscine. Donc, le robot que nous utilisions est défectueux. L'achat d'un nouveau robot coûte coûte 4 330 $ plus les taxes. Celui qui est brisé pourrait coûter jusqu'à 2 000 $ plus les taxes, donc qui est la moitié moins. Le conseil municipal a décidé de procéder à l'achat d'un neuf ce soir au coût de 4 330 plus les taxes. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 10.2, grille de tarification de la Maison de la Culture. Donc, ce soir, nous adoptons la nouvelle grille des tarifs lorsque les gens vont vouloir louer notre nouvelle salle de spectacle. Donc, encore là, j'invite, je pense, quand les gens sont intéressés à aller voir soit le site Internet de la Ville ou de contacter directement à la Maison de la Culture. Donc, il faut le faire par règlement, par résolution d'adopter la nouvelle grille de tarification, tout simplement. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Ce qui nous amène au dernier point de la soirée en 11 incendie, 11.1, autorisation d'utilisation d'un feu vert clignotant sur les véhicules personnels des pompiers du service incendie de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Je vais céder la parole à Marc Portelance, qui est le conseiller attitré à la sécurité publique. Bonsoir tout le monde. Alors, le fameux vert clignotant, pour faire un petit historique de ce qui nous amène à la résolution de ce soir, c'est que le ministère de la Sécurité publique a mené un projet pilote de 2015 à 2020 sur l'utilisation du feu vert clignotant. Ça veut dire qu'il y a plusieurs pompiers dans plusieurs MRC qui avaient ça dans le véhicule. Puis sur 5 ans, ils ont vraiment fait un barème. Puis ça a donné des bons résultats. Donc, le gouvernement a légiféré pour mettre ça en vigueur au Québec. Donc, le 10 février 2021, le gouvernement du Québec a édicté le règlement sur le feu vert clignotant. L'entrée en vigueur du règlement a eu lieu le 1er avril. Je vais vous lire la petite note qui suit. Bon. Depuis le 1er avril, le Code de la sécurité routière permet aux pompiers d'utiliser le feu clignotant pour identifier leur véhicule personnel lorsqu'ils se rendent vers la caserne ou le lieu d'une intervention. Plusieurs municipalités du Québec ont recours à des pompiers volontaires ou à temps partiel qui peuvent être appelés à intervenir sur les lieux d'un incendie. C'est à l'autorité municipale de décider si elle autorise ou non les pompiers de son service de sécurité incendie à faire usage de cet équipement. Tous les pompiers à plein temps, à temps partiel ou volontaires peuvent avoir droit au feu vert clignotant s'ils ont obtenu un certificat d'autorisation de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, je prends une pause. Les pompiers qui veulent avoir l'équipement dans leur voiture, ils peuvent, oui ou non, le faire, sauf qu'il faut qu'ils suivent une formation donnée par l'Association des pompiers du Québec. Puis après ça, ils vont pouvoir utiliser le feu clignotant dans leur voiture. Ce nouvel équipement permet aux pompiers d'être plus visibles sur la route lorsque le feu vert clignotant est activé et si les circonstances l'exigent, les pompiers peuvent circuler sur l'accotement et immobiliser leur véhicule à tout endroit de façon sécuritaire, dans le respect du Code de sécurité routière. Les pompiers doivent toujours agir de manière à éviter de mettre en péril la vie ou la sécurité de quiconque. Le feu clignotant vert vise également à informer les usagers de la route d'un besoin de courtoisie qui invite leur facilité de passage, par exemple lorsque cela est possible et sans danger. Faire preuve de courtoisie à l'égard des pompiers peuvent les aider à se rendre plus rapidement à la caserne ou sur les lieux d'une intervention. Donc, dans les semaines à venir, quand vous allez voir quelqu'un arriver derrière vous, puis vous allez voir le petit clignotant vert là, dans votre rétroviseur, c'est un pompier volontaire qui se rend sur une intervention ou à la caserne. Donc, la courtoisie, c'est de céder le passage toujours sécuritairement, on s'entend. C'est bon? C'est pas mal ça, Simon, pour la... Merci, Marc. J'aimerais bonifier. Moi, j'ai eu une présentation par notre directeur incendie, M. Steve Dumont. C'est un pompier de l'équipe de M. Dumont qui a pris en charge le dossier du gyrophare vert. Effectivement, c'est en vigueur depuis le 1er avril dernier.
C'est une volonté des pompiers. La ville, l'employeur, la ville de Saint-Anne-des-Monts n'aura pas à défrayer les coûts. C'est eux qui le souhaitent. Alors, ils vont le faire de leur propre chef. Ils ont une formation, je pense, c'est de 3 heures à suivre là, en lien avec l'utilisation du clignotant vert. Donc, ce que Marc vient de mentionner, si vous voyez un clignotant vert, ça veut dire... Il y a une réglementation qui met avec ça. Le pompier ne pourra pas... il s'en va au dépanneur, ça ferme 11 heures, il ne pourra pas clencher sa machine pour aller chercher de la bière 11 heures. C'est chapeauté par la SAC, il faut s'entendre, c'est quand même assez strict et assez bien structuré, bien encadré. Bon. Alors voilà, merci Marc. Quelqu'un propose? Non. Marc Portelance, merci. Ceci met fin à la portion télévisée de la séance du conseil municipal. Merci beaucoup et on se voit pour le mois de juin.